la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce dimanche 23 mai, marquée par ces manifestations contre l'homosexualité au Sénégal. À Dakar, à Ziguinchor et à Kaffrine, de nombreux Sénégalais se sont mobilisés pour demander la criminalisation de l'homosexualité. Une initiative du mouvement pour la sauvegarde des valeurs du Sénégal. Retour sur ces manifestations en début de journal. 3 usines de la zone franche industrielle de Mbao ravagées par les flammes ce dimanche après-midi. Si aucune perte en vie humaine n'a été signalée, les dégâts matériels sont conséquents. Retour sur l'incendie dans cette édition. Opération de sécurisation dans la capitale sénégalaise. La nuit dernière, plus de 300 policiers ont été mobilisés pour sécuriser plusieurs quartiers. Plusieurs personnes ont été interpellées. Une importante quantité de drogue a été saisie. Une opération qui intervient alors que le nombre d'agressions a augmenté ces derniers jours. Les détails dans un instant. Malgré sa victoire cet après-midi, 2-1 face au Coton Sport de Garoua, le Jaraaf de Dakar sort en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une élimination pleine de regrets pour le club de la Médina. Nous en parlerons dans la page des sports. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Ce dimanche 23 mai, les Sénégalais se sont mobilisés en grand nombre pour dire non à l'homosexualité. Réunis place de la Nation, les manifestants ont appelé le gouvernement à criminaliser l'homosexualité, jusque-là considérée comme un simple délit et punie d'1 à 5 années d'emprisonnement. Le mouvement pour la sauvegarde des valeurs au Sénégal se dresse fermement contre la légalisation de l'homosexualité au Sénégal, une pratique malsaine d'après le collectif qui invite les imams à plus de fermeté. Retour sur la manifestation qui s'est tenue à Dakar, c'est avec Dissa Prera. Ce matin, ils étaient des milliers et des milliers à rallier la place de la Nation pour répondre à l'appel du mouvement And Sam Djikoyi. Objectif, dire non à la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Mieux, le mouvement veut que ce qui est encore un délit vis-à-vis de la loi au Sénégal soit criminalisé. La charia bannit l'homosexualité et tout ce qui est acte contre nature. Alors que nous sommes dans un pays à majorité musulmane. Nous prions donc le président Macky Sall et son gouvernement de ne pas accepter qu'on nous impose une telle chose. Nous voulons que l'homosexualité soit criminalisée. Un pays à majorité musulmane ne saurait accepter une telle chose. Si c'est pour avoir des financements, nous n'en voulons vraiment pas. Pour le mouvement, dans un pays de croyants comme le Sénégal, où chrétiens et musulmans vivent en totale cohésion, de telles pratiques ne sauraient être acceptées. Le mouvement soupçonne même l'État d'être derrière une tentative de légaliser ces actes contre nature, et ce, à l'insu de la population. On appelle à être soutenu dans ce combat. Le gouvernement de Macky Sall donne de la force à l'homosexualité dans le pays. Ils veulent passer des projets de loi à l'Assemblée nationale, tels que la loi sur l'acte contre nature pour les mineurs. Est-ce que vous comprenez bien? On appelle l'État à reculer face à cette situation. Dans un pays à 99% de croyants, qu'on soit musulman ou chrétien, on ne peut pas tolérer une telle chose. Donc on ne va pas accepter qu'on nous impose l'homosexualité et les actes contre nature. Et ils veulent le faire tout en leurrant la population. Nous n'allons jamais l'accepter. Cette manifestation est un premier pas dans la lutte contre l'homosexualité au Sénégal. Le mouvement And Sam Djikoyi entend poursuivre le combat jusqu'à l'adoption d'une loi qui va criminaliser les actes contre nature.
À Ziguinchor, même vague de contestation ce dimanche. Dans le sud du pays, les manifestants ont eux aussi revendiqué la criminalisation de l'homosexualité, mais également l'implication des médias qui devraient, selon eux, davantage se pencher sur la question. Retour sur la manifestation de Ziguinchor, c'est avec nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Les Ziguinchorois sont sortis nombreux à la place de Gao pour dire non à l'homosexualité et à tout ce qui y ressemble dans notre pays. Une déclaration est lue à l'attention de l'autorité. En effet, depuis l'annonce du président Macky Sall que nous ne sommes pas encore prêts à accepter cela, le phénomène prend une autre tournure avec la terminologie genre et tout l'agenda LGBTQ et plus. C'est pour cela que nous montrons ici que nous, le peuple sénégalais, disons non à l'homosexualité au Sénégal. Exigeons que l'ONU et l'ensemble de ses démembrements, ainsi que les ONG affiliées, arrêtent immédiatement d'imposer au peuple sénégalais l'homosexualité. Dans cette déclaration, les Ziguinchorois demandent que l'homosexualité soit tout bonnement criminalisée dans notre pays. Nous réclamons une loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Nous demandons aussi que la presse soit libérée afin qu'elle puisse traiter librement les questions de l'homosexualité et l'agenda LGBT. Cette même déclaration est traduite en plusieurs langues nationales, notamment celles qui sont parlées dans la région sud du pays. Et puis à Koungheul, dans la région de Kaffrine, les imams dénoncent l'augmentation du nombre d'homosexuels dans la localité. Sur place, une vingtaine de jeunes auraient été identifiés et dénoncés par les populations. Pour les imams de la localité, il faut stopper la propagation de cette pratique qu'ils qualifient de contre-nature. On fait le point avec Oumar Ndiaye et Babacar Falbop. Réunis dans la grande mosquée de Koungheul, guides religieux, notables, coutumières et autres ont lancé cet appel pour manifester leur désaccord quant à une quelconque légalisation d'une loi favorisant l'homosexualité. Nous, du département de Koungheul, allons manifester notre opposition à cette loi et appelons l'État à réviser de la signer. Au moins 25 personnes, toutes du département de Koungheul, ont été identifiées comme étant des homosexuels, selon eux. Ça commence à augmenter dans le pays et surtout dans notre département et notre commune Koungheul. On a des preuves que plus de 25 jeunes sont des homosexuels. Ils se réunissent en réunion ici à Koungheul et à Kaffrine dans la région. Toujours d'après eux, plusieurs modèles opératoires sont mis en œuvre pour enrôler les jeunes. Mor Kialao, principal d'un collège à Koungheul. Sur les pièces d'identité numériques, donc faites en 2017, il est mentionné sexe. L'homme ou la femme n'a pas le choix là-dessus. Pourquoi l'État passe du terme sexe vers le terme maintenant genre sur les permis de conduire? Et voici mon permis de conduire. Fort de ces raisons, il demande aux députés de ne jamais accepter de voter une telle loi. Et on est contre ça et on demande à l'État de ne jamais autoriser cela. Et aux députés et aux élus de le dénoncer et de ne jamais voter ça. Il était des centaines de personnes à la grande mosquée de Koungheul arborant des brassards rouges pour fustiger tout projet de légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Il n'exclut pas d'ailleurs de sortir dans la rue dans les jours à venir pour mobiliser toute la population afin de manifester contre un tel projet. Et je vous le disais en titre, incendie ce dimanche à la zone industrielle franche de Mbao. Une usine de production de tomates, une usine de bouillon et une usine de chaussures ont été brûlées dans l'incendie. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Les dégâts matériels sont, eux, conséquents, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà, nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Démarrage hier samedi de la 80e édition annuelle du Dakar de Médina Gounass. Après le report de l'édition de 2020 due à l'épidémie du coronavirus, l'événement religieux a été lancé dans la région de Kolda. La cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée en présence du khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane. Une délégation gouvernementale était également sur place. Retour sur cette cérémonie de lancement, c'est avec Abdoulaye Diallo.
C'est dans cette ambiance purement religieuse qu'a eu lieu la cérémonie officielle marquant l'ouverture de l'édition 2021 du Dakar de Médina Gounass. La dite cérémonie s'est déroulée en présence du khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba. Le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, était à la tête de la délégation qui a représenté le gouvernement dans cet événement religieux. Il en a saisi l'occasion pour solliciter les prières du khalife général de Médina Gounass et de celles de l'ensemble des fidèles musulmans venus d'un peu partout à travers le Sénégal et la sous-région afin que la pandémie de la Covid-19 soit un vieux souvenir pour le monde entier, mais aussi des prières pour la réussite des grands projets du chef de l'État et une paix durable dans le pays, dans la sous-région et dans le monde. Le professeur Moussa Baldé, en tant que ministre de l'Agriculture, dit-il, a également sollicité des prières pour une belle campagne agricole 2021-2022, une campagne agricole, selon ses propos, meilleure que celle précédente. Le khalife, par la voix de son porte-parole, s'est d'abord réjoui de l'importance que le gouvernement du Sénégal accorde à l'événement du Dakar, d'où ses remerciements et ceux de l'ensemble de la communauté gounassienne à l'endroit des personnes qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de leur Dakar. Ensuite, il s'en est suivi des prières comme l'avait souhaité le chef de la délégation gouvernementale, en l'occurrence le professeur Moussa Baldé. Pour la deuxième fois consécutive, l'Église a décidé d'annuler le pèlerinage marial de Popenguine en lieu et place du grand rassemblement qui aurait dû normalement se tenir demain dans la ville sainte. La célébration de cette 133e édition du pèlerinage sera vécue au niveau des communautés paroissiales. Cette décision de l'Église s'explique par la crise sanitaire provoquée par l'épidémie du coronavirus. Mais alors, quel impact pour les populations de Popenguine? Réponse dans ce reportage, il est signé Daniel Diouf et Younous Diatta. Pèlerinage marial de Popenguine, un événement sous-régional religieux avec des implications sociales au niveau local. Une rare occasion pour les populations de bénéficier de services sociaux gratuits. La Pentecôte nous gratifiait de beaucoup d'avantages. Bien des ménages en profitaient pour des services de vidange gratuits. À pareil moment, le village était sillonné de camions de vidange, mais voilà 2 ans que nous n'avons plus vidé nos fosses gratuitement. Tout le village en profitait. Ici, nous n'avons pas l'habitude de payer pour faire vider nos fosses septiques. Mais cette année, nous allons devoir le faire. Dans un contexte économique éprouvant, toute offre de services gratuits est la bienvenue. Le pèlerinage marial, une belle occasion de voir les fosses septiques de la commune vidées, des branchements sociaux gracieusement effectués, tout comme des soins médicaux. Donc effectivement, il y avait cet accompagnement par rapport au vidange. Il y avait des jeunes qu'on recrutait cette année. Ça, cette année, on ne l'a pas fait. L'année dernière aussi, on ne l'avait pas fait. Donc, mais par rapport à la propreté, ça, c'est une continuité. Par rapport au nettoiement, c'est une continuité. Mais spécifiquement, ce qu'on faisait, c'était accompagner surtout par rapport au nettoiement. Bon, il y avait des opérations de grande envergure. Alors ça, on ne l'a pas fait cette année. Même en dehors du pèlerinage, les gens devaient continuer. Par exemple, par la modernisation de la ville, par rapport à certains branchements sociaux qu'on faisait. Même s'il n'y a pas de pèlerinage, les gens devaient pouvoir continuer ces actes. Parce que ça, c'est quelque chose qui était bénéfique par rapport aux populations. Que le ministère de la Santé donc, mettait à la disposition donc, du district des médicaments et également des moyens diagnostiques qui permettaient donc d'avoir au moins 3 jours de gratuité pour toutes les populations qui venaient se faire soigner. Donc ça permettait aux populations alentours donc, de venir se soigner gratuitement, mais également aux pèlerins qui venaient donc d'être pris en charge en cas de problème sanitaire, donc, et également de prévoir tout ce qui peut donc, entraîner une catastrophe sanitaire pendant donc, ces 3 jours-là. Last but not least, l'annulation du pèlerinage marial prive les ménages de la distribution gratuite de riz en appoint de l'État pour la restauration des pèlerins accueillis dans les familles. À l'approche de la Pentecôte, nous étions habitués à recevoir gracieusement du riz. On s'en servait pour alimenter nos familles, mieux encore pour restaurer nos hôtes. Mais ces 2 dernières années, rien n'est arrivé. Les populations de la commune de Popenguine doivent prendre leur mal en patience dans l'espoir d'une nouvelle édition du pèlerinage marial en 2022, si la tendance baissière des chiffres de l'épidémie se poursuit.
Nous restons à Popenguine, dans la ville sainte. La construction d'un nouveau sanctuaire a pris un sacré retard. Près de 3 ans après le démarrage des travaux, le chantier est loin d'être terminé. L'édifice religieux aurait normalement dû être livré au bout de 18 mois. À Popenguine, les fidèles chrétiens attendent avec impatience la mise à disposition de ce lieu de prière dont la construction entre dans le cadre du projet de modernisation des cités religieuses. Chérif Diop et Younous Diatta. Les travaux qui devaient durer 18 mois, le nouveau sanctuaire de Popenguine est loin de sortir de terre. Dieu qui a inspiré à notre président de la République, son Excellence M. Macky Sall, l'idée de moderniser les cités religieuses et prendre en compte donc la demande des fidèles croyants en matière de lieux de culte me paraît être un geste magnanime. C'est le statu quo, près de 3 ans après cette allocution de l'archevêque de Dakar, à l'occasion du lancement des travaux le 8 août 2018. Lancé une première fois, le chantier a été par la suite arrêté avant d'être repris récemment en début mai. On avait commencé, ensuite c'est arrêté. Bon, je pense que vous devez poser la question au recteur, parce que c'est la personne la mieux placée, parce que c'est lui qui gère ça. Mais je sais que l'État avait la volonté de terminer. Il y avait un problème de plan, paraît-il, en 7 mois, il y avait des modifications. Au moment de lancer les travaux, l'entreprise en charge s'est rendu compte que le plan initial n'était pas conforme à la topographie du site. Il y a eu un arrêt de travaux, qui nous a peiné, qui nous a beaucoup peiné. Et là, les travaux sont repartis. Nous espérons, depuis 2 semaines, nous espérons que maintenant, les travaux iront jusqu'au bout et qu'il n'y aura plus d'arrêt. Nous prions pour ça. Nous avons même eu à faire une séance de prière sur le site du chantier, avec la communauté paroissiale qui est ici à Popenguine, avec les chrétiens qui sont là, pour demander vraiment la grâce que les travaux aillent jusqu'au bout. En moyenne, près de 100 000 pèlerins convergent chaque année vers Popenguine pour le pèlerinage. Le nouveau sanctuaire est très attendu par les fidèles. Il est attendu au-delà de Popenguine, il est attendu dans tout le Sénégal. Il est attendu même par les chrétiens qui sont à la diaspora. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et nous espérons qu'un jour nous pourrons voir cet édifice survivre. À cette situation s'ajoute la fermeture de la basilique Notre-Dame de la Délivrande pour cause de travaux. L'impact est important sur la vie spirituelle. Un édifice religieux comme une basilique, c'est un lieu où les chrétiens peuvent aller se ressourcer, méditer, prier le Saint-Sacrement. Donc le grand manque actuellement ici, c'est l'absence de ce lieu où on peut aller adorer le Saint-Sacrement, où on peut aussi aller prier la Vierge Marie, parce que c'est une basilique qui est au niveau du sanctuaire marial. Donc de ce côté-là aussi un grand manque, et nous espérons que les travaux se termineront très vite pour que nous puissions reprendre les activités religieuses. Les travaux du toit sont terminés. Actuellement, c'est tous les travaux qui se font en interne, à l'intérieur, qui sont en cours. Le nouveau sanctuaire d'une capacité de 50 000 places sera érigé ici, sur ce site, une place bien connue des habitués du pèlerinage marial de Popenguine, le village des marcheurs. Les fidèles prient pour l'achèvement des travaux en cours. En cette année spéciale dédiée à Saint-Joseph par le pape François, tous les chantiers sont confiés à Saint-Joseph, patron des travailleurs. Merci Chérif Diop et Younous Diatta. Je vous le disais en titre, augmentation du nombre d'agressions dans la capitale sénégalaise. Dans la soirée d'hier, plus de 300 agents de police ont été mobilisés pour sécuriser la ville. Une opération de sécurisation qui a porté ses fruits puisque la police a saisi une importante quantité de drogue et de motos volées. Plusieurs personnes ont également été arrêtées. On fait le point avec Chérif Diop et Youssou Baro. Face à la recrudescence de la violence dans certains quartiers de Dakar, la police met les bouchées doubles. Objectif, installer la peur du côté des malfaiteurs. Ainsi, plus de 300 agents ont été mobilisés pour une opération de sécurisation. Une opération de sécurisation qui a fait des résultats dans les zones de Anne, Montagne, Grand Yoff et Cité des Eaux, de la drogue, des scooters et des malfaiteurs alpagués par la police. Une opération de sécurisation qui fait suite à la recrudescence des cas d'agression, de viol et de meurtre notés ces derniers jours à Dakar.
Hier samedi, les travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal étaient en conférence de presse pour dénoncer la gestion de leur directeur général. Le collectif de défense des intérêts de l'institution financière a exposé les difficultés que traverse actuellement le Crédit Mutuel. Mauvaise gestion de l'entreprise, problème de connexion, absence de moyens logistiques pour le personnel, restrictions budgétaires. Les travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal réclament le départ de leur directeur général. Écoutons à ce propos l'un de leurs porte-parole. Il est au micro de Modou Diop. Le 14 juin 2019, M. Mbaye Dione, administrateur provisoire de l'époque, a engagé à travers un contrat de travail à durée indéterminée M. Amadou Jean-Jacques Diop en qualité de directeur général. Vis-à-vis du Crédit Mutuel du Sénégal, à ce jour dispose que d'un simple contrat qui viole de manière manifeste les dispositions de nos statuts. Dans ce même sillage, le contrat en question comporte des dispositions qui choquent plus d'un. Dans une institution comme la nôtre, où l'épargne est constituée par des membres exclus du système bancaire classique, il est aberrant, il est inconcevable de voir un directeur général se payer la coquette somme de 8 millions de francs CFA, compte tenu des avantages en nature estimés à près de 500 000 francs. Pire encore, il est prévu, à l'article 10 du contrat précité, qu'en cas de rupture du contrat du fait de l'employeur, M. Amadou Jean-Jacques Diop percevra, au titre d'indemnité, en plus des indemnités légales, des indemnités supplémentaires qui équivalent à un an de salaire brut, à 12 mois de salaire brut, c'est-à-dire une alarmante somme de 96 millions de francs CFA. Le secteur de l'artisanat est l'un des plus porteurs du Sénégal. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Artisanat en déplacement à Bargny pour les ateliers de la jeunesse. D'après le ministre Pape Amadou Ndiaye, le secteur de l'artisanat fait partie des priorités du gouvernement qui œuvre actuellement pour son développement et sa modernisation. Écoutons le ministre, il est au micro d'Abdou Diouf Diagne. L'artisanat est un secteur prioritaire, important, créateur de richesses, mais également une possibilité de création d'emplois. En effet, l'artisanat permet à des centaines de milliers de jeunes qui sortent de l'éducation formelle à avoir accès à l'éducation, la formation et à l'emploi. L'artisanat est le premier employeur du Sénégal. Beaucoup de gens l'ignorent. Il y a 1 400 000 artisans au Sénégal qui travaillent pour le développement du Sénégal. L'artisanat participe également de manière décisive au produit intérieur brut, c'est-à-dire à l'économie. L'artisanat donc est un facteur et un moteur de développement du Sénégal. À présent, direction le département de Dagana, dans la commune de Ross Béthio. Sur place, des milliers de tonnes de riz sont produites chaque année, ce qui vaut au département le surnom grenier du Sénégal. Alors que plus de 50% de la production nationale de riz vient de la commune de Ross Béthio, le maire demande plus de moyens afin de développer davantage le secteur de l'agriculture. Écoutons à ce propos Mansour Ndiaye, il est l'un des membres du cadre unitaire des forces vives de Ross Béthio. Ses propos sont recueillis par notre correspondant Ousseynou Diop. Le défi de territorialisation des politiques publiques, si nécessaire à une démarche inclusive des acteurs, nous engage aussi à la correction des incohérences territoriales notées dans notre commune depuis très longtemps. Et d'autre part, être dans les dispositions de mener le plaidoyer qui sied pour la correction de ces incohérences que nous avons notées et qui minent, qui limitent, qui freinent le développement de notre localité. Devant ces défis de développement et de survie de notre communauté, nous avons consacré ce jour, ce 22 mai, le cadre unitaire des forces vives de la commune de Ross Béthio. Mais il apparaît plus jamais, nous ne laisserons notre commune à la merci de certains opportunistes politiques
l'utiliser comme des leviers d'ascension politique. Il est clair que cette dynamique est la preuve évidente de notre amour sans faille pour notre localité. Quittons le Sénégal pour la République démocratique du Congo, où l'éruption du volcan Nyiragongo s'est arrêtée ce dimanche matin à quelques centaines de mètres des limites de la ville de Goma, située à l'est du pays. L'entrée en activité du volcan avait provoqué des scènes de panique et avait incité plusieurs milliers de personnes à fuir vers la frontière avec le Rwanda. Alors que le volcan Nyiragongo est l'un des plus actifs d'Afrique, sa dernière éruption remontait à 2002 et avait causé la mort de plus de 250 personnes. Retour sur l'éruption du volcan avec Ibou Diouf. Le Nyiragongo est un volcan constitué de nombreuses couches de lave durcies et de tréfasses de la vallée du Grand Rift, située en République démocratique du Congo. Il est localisé dans les montagnes de Virunga à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma et du lac Kivu à l'ouest de la frontière du Rwanda. Par sa proximité avec des zones densément peuplées, ces éruptions fréquentes, dont la dernière a débuté avant-hier, 22 mai 2021, et la présence d'un lac de lave quasiment permanent, une rareté dans le monde pouvant se déverser sur ces pentes à une longue coulée de lave, considérée comme les plus rapides au monde. Le Nyiragongo est un des volcans les plus actifs et dangereux d'Afrique. Il est également appelé Graf Godson Kratzer, Kirunga Shanina Kongo en langue locale. La montagne culmine à 3470 mètres d'altitude et un sommet formé d'un caractère de 1,2 km de diamètre. Ces pentes prononcées caractéristiques d'un stratovolcan sont interrompues par la présence de deux anciens volcans, le Baruta au nord et le Chaourou au sud. C'est au Nyiragongo, en 1958, Karun Taizef conduit une expédition scientifique pluridisciplinaire sur un volcan actif. C'est une première. À l'occasion de celle-ci, que des échantillons de gaz éruptifs captés à 1000 degrés Celsius à leur sortie du lac Magma prouvent que celui-ci contient de l'eau et des métaux. Le lac de lave se vide brutalement le 10 janvier 1977 en moins d'une heure en donnant naissance à une coulée de lave qui se dirige vers la ville de Goma, située à 10 km au sud du volcan, en s'arrêtant à proximité de l'aéroport, non sans avoir provoqué la mort de 600 personnes et des dégâts matériels. Le lac de lave réapparaît dans le caractère principal du 21 juin à octobre 1982, du 23 juin 1994 à mars 1996, lorsqu'il se fige à 245 mètres sous le sommet des cratères, le 17 janvier 2002, lors d'une éruption terminée le 3 février, qui voit à nouveau le lac de lave d'un volume de 25 millions de mètres cubes se vider sur les pentes du volcan par 3 failles en direction de Goma. En 2002, les écoulements de lave ont tué environ 250 personnes, détruit plus de 20% de la ville de Goma et fait fuir des centaines de milliers d'habitants. Le 22 mai 2021, le volcan connaît une nouvelle phase éruptive. En sport, quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, le Djaraf de Dakar a été éliminé cet après-midi et ce malgré sa victoire 2-1 face au Coton Sport de Garoua. Le club de la Médina avait perdu le match aller sur le score de 1-0. Le Djaraf de Dakar qui sort donc de la compétition en quart de finale. Et puis dernière journée de Première Ligue 2020-2021 grâce à un doublé de Sadio Mané, Liverpool a dominé Crystal Palace sur le score de 2-0. Une victoire synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Sadio Mané devient donc l'unique joueur de l'histoire de la Première Ligue à avoir marqué 9 buts au même adversaire lors de 8 rencontres d'affilée. Pour Edouard Mendy, le sort du gardien de Chelsea est incertain à une semaine de la finale de la Champions League. Les détails, c'est avec Chartidiane Diao. Durant une grande partie de la saison, Sadio Mané termine très fort. L'international sénégalais permet à son équipe Liverpool de se qualifier pour la prochaine Ligue européenne des champions avec un doublé face à Crystal Palace pour la dernière journée de la Première Ligue anglaise. On ouvre de soulagement pour les Reds qui, il y a quelques journées, étaient dans le désespoir de pouvoir se qualifier pour la plus prestigieuse Coupe européenne en club. De l'espoir, il en faudra à Edouard Mendy, certes qualifié pour la Ligue des champions, mais incertain pour la finale de cette même compétition cette année face à Manchester City la semaine prochaine. Il est sorti blessé à la 45e minute lors de la défaite de son équipe 2-1 face à Aston Villa.
Entrée en matière réussie du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui se joue actuellement à Saly. Pour leur match d'ouverture, les Lions ont battu l'Ouganda sur le score de 5-1. Retour sur cette rencontre avec Chertidiane Diao. Le champion en titre marque son territoire face au petit poussé de la compétition. C'est Raoul Mendy, auteur d'un doublé qui ouvre la marque pour le Sénégal. Il sera bien épaulé par Babacar Fall, auteur également de 2 buts dans ce match qui permettent au Sénégal de s'offrir un match tranquille. L'Ouganda parviendra à inscrire son premier but dans cette compétition sur pénalty commis par Ninou Diatta, également buteur côté sénégalais. Le Sénégal jouera son prochain match face à la Tanzanie. Ce sera ce mercredi à 17h30. À noter que le Maroc, de son côté, a étrillé les Seychelles ce dimanche à 5-1. En basketball, retour sur les performances de l'AS Douanes qui s'est incliné ce dimanche face aux Zamalek pour son dernier match de la phase de poule de la Basket Africa League. Une défaite qui ne décourage pas pour autant l'entraîneur de l'équipe qui se dit satisfait du parcours de l'AS Douanes. Écoutons Mamadou Gueye, il est au micro de notre confrère du quotidien Record, Mor Bassignan. Ce n'était pas évident d'être en compétition avec des joueurs professionnels pour nous qui évoluons dans un championnat amateur ici au Sénégal. Je suis très content et satisfait de la prestation de mes joueurs, surtout face à des équipes comme le Zamalek qui est une équipe centenaire. J'évalue pas mes joueurs en termes de victoire, mais d'objectifs. Et s'ils sont atteints, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À suivre sur notre antenne une soirée spéciale avec la nuit de la lutte avec Lamine, qui sera le présentateur. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média et je vous donne rendez-vous le week-end prochain.